Une demi-heure d'information. Merci à vous tous de nous rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Des décrets de nomination au titre des institutions de la République signés ce mercredi par le président Alassane Ouattara. L'ancien ministre Ali Koulibaly, nommé grand chancelier de l'ordre national. Le ministre Epiphane Zorobi à la tête de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Gilbert Kafana Koné, désormais haut représentant du président de la République. Les détails dans quelques instants. Le président intérimaire du PDCI RDA, le professeur Philippe Kopli-Boni, a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il a remercié le chef de l'État pour le soutien apporté à la famille de feu, le président Henri Konan Bédié, depuis son décès, ainsi que pour ses efforts en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la prospérité de notre pays. Et puis la princesse Lala Asma du Maroc et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, unissent leurs forces pour redonner l'ouïe à des enfants défavorisés. La deuxième phase de l'opération dénommée « Unis, on s'entend mieux » a été lancée lors d'une cérémonie à l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville. Je le disais à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Voici le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. Monsieur Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, Monsieur Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la haute autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur Epiphane Zorobi Balo, ancien ministre, est nommé président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la grande chancellerie de l'ordre national, Monsieur Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'ordre national. Par ailleurs, Madame Henriette Dagri Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. Une délégation du PDCI RDA conduite par son président par intérim reçue au palais présidentiel par le chef de l'État Alassane Ouattara. Kopli-Boni a témoigné la gratitude de son parti au chef de l'État pour son soutien après le décès du président Henri Konan Bédié. On voit cela avec Mama Traoré. Bonjour. 2 mois après le décès de l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié, la haute direction du parti qu'il dirigeait, le PDCI RDA, témoigne sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. C'est tout le sens de la délégation conduite ce mercredi au palais présidentiel par Kopli-Boni, président par intérim du parti septuagénaire. Porté à la tête du PDCI RDA en sa qualité de doyen d'âge, il révèle à la presse l'ampleur du soutien qui a motivé cette démarche de gratitude de son parti à l'égard du chef de l'État. C'est un devoir pour moi de venir saluer le président de la République que vous êtes, le président de ce pays, et en même temps aussi vous remercier pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait, pour soutenir la famille d'Henri Konan Bédié. Je suis fier et je suis heureux des liens que vous avez tissés avec Henri Konan Bédié, des liens qui vont au-delà
des liens politiques, des liens qui sont fraternels. Et je tiens à vous remercier sincèrement au nom de la famille. Merci, Président. Nous comptons sur vous pour que la Côte d'Ivoire demeure toujours unie dans la paix et prospère. Merci. En attendant de fixer le chronogramme officiel des obsèques du président Henri Konan Bédié, disparu pour rappel le 1er août dernier, le PDCI RDA se réorganise. Un bureau politique est prévu se tenir le 14 octobre prochain à Abidjan. À l'occasion, les instances du parti vont statuer sur la date du prochain congrès, censé élire le nouveau président du PDCI RDA. Et sur place au palais présidentiel, l'ambassadeur du Qatar est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Jaber Almari a fait ses adieux au président Alassane Ouattara, occasion d'évoquer les liens de coopération qui lient les deux pays. Mama Traoré. Comme il est de coutume pour les ambassadeurs en fin de mission, Jaber Jalal Almari est venu faire ses adieux au chef de l'État après 4 années de mission diplomatique passées en Côte d'Ivoire. 4 années durant lesquelles il aura contribué à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar, son pays. Une coopération revisitée lors de cet entretien avec le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il dit garder de bons souvenirs. I have had honor to meet His Excellency the President. Ça a été un honneur pour moi de rencontrer Son Excellence le Président Alassane Ouattara. J'ai saisi l'occasion de cette rencontre avec Son Excellence pour lui dire au revoir, puisque je suis à la fin de mon mandat. Nous avons parlé donc à cette occasion d'étendre davantage nos relations. Je n'ai pas manqué de mots pour lui dire merci pour l'hospitalité qui m'a été réservée, pour la chaleur qui m'a été témoignée chaque jour pendant que j'étais ici. Il était temps de dire au revoir et je suis donc venu dire au revoir. Ces dernières années ont vu l'État de Côte d'Ivoire et l'Émirat du Qatar renforcer leurs relations. Plusieurs accords de coopération touchant à plusieurs domaines ont été signés lors des visites officielles du président Alassane Ouattara en 2013 et en 2018 au Qatar et lors de la venue en 2017 de l'émir du Qatar à Abidjan. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire a ouvert une ambassade au Qatar en 2018. La coopération porte également ses fruits entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La princesse Lala Asma et la première dame Dominique Ouattara unissent leurs forces pour redonner l'ouïe à des enfants défavorisés. La deuxième phase de l'opération dénommée « Unis, on s'entend mieux » a été lancée lors d'une cérémonie à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Viviane Aïmen. Malgré l'horrible tragédie que vient de vivre son pays il y a à peine un mois, à travers un tremblement de terre qui a fait de nombreux morts, la princesse Lala Asma, sœur du roi Mohamed VI du Maroc, a effectué le déplacement à Abidjan pour parrainer en personne le lancement ce mercredi 4 octobre de la deuxième phase du programme Pose d'implants cochléaires pour enfants sourds. Moment intense donc que sa présence qui traduit l'engagement de la princesse ainsi que celui de la Fondation Lala Asma a redonné espoir aux enfants atteints de surdité en Afrique. Déjà en octobre 2022, la Fondation Lala Asma avait fait partir au Maroc 30 enfants sourds originaires de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains pour être opérés et recevoir gratuitement la pose d'un implant cochléaire leur permettant de retrouver l'ouïe. La deuxième édition du programme Unis, on s'entend mieux, initié par la Fondation Lala Asma, se déroule cette année 2023 à Abidjan, dans les locaux de l'hôpital Mère-Enfant de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Pour cette année, ce sont 24 autres enfants originaires de Côte d'Ivoire, du Kenya, du Mali, Togo, Burkina Faso, qui vont bénéficier à leur tour gratuitement de poses d'implants cochléaires. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Lala Asma a fait venir du Maroc 5 professeurs de médecine. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la princesse Lala Asma ont rendu visite aux petits patients hospitalisés après leur intervention chirurgicale et qui commencent déjà à entendre. La Fondation Lala Asma vient aussi de faire don à l'hôpital Mère-Enfant de matériel opératoire de grande précision pour permettre à cet établissement hospitalier de pointe d'effectuer sur place la pose d'implants cochléaires. D'ailleurs, dans le cadre de la visite de la princesse Lala Asma, une convention a été signée ce mercredi 4 octobre
entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Asma. L'engagement de la Fondation Lala Asma s'étend au partage de connaissances et d'expertise. Nous transférons les techniques chirurgicales entre les professionnels marocains et ivoiriens, les autonomisant pour poursuivre ce travail transformateur de manière indépendante. La Fondation Lala Asma s'engage à équiper un bloc opératoire de l'hôpital mère-enfant avec des outils de pointe, veillant que chaque intervention chirurgicale soit réalisée avec la plus grande précision et le plus grand soin. L'activité qui nous réunit ce jour aura un impact majeur dans l'amélioration de la santé des enfants et adolescents. En effet, le dépistage et la prise en charge des problèmes de surdité de ces enfants vont favoriser leur scolarisation, leur socialisation et renforcer leur développement harmonieux ainsi que leur épanouissement. Cette importante activité, menée donc au sein de HME par les fondations Children of Africa et la Fondation de Votre Altesse Royale Lala Asma, est le fruit d'une coopération sud-sud dans le secteur de la santé, consolidant les relations fraternelles et historiques qui existent entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et le Royaume du Maroc. La première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, s'est réjouie de la collaboration entre les deux fondations. Suite au séisme qui a récemment touché le Royaume du Maroc, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, s'il vous plaît. Je tiens à renouveler mes sincères remerciements et toute ma gratitude à Son Altesse Royale pour la mise en œuvre de ce programme. Par ailleurs, je vous prie de transmettre notre meilleur souvenir et notre sincère reconnaissance à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour sa vision humaniste et la solidarité dont il fait preuve envers les enfants d'Afrique. J'exprime également toute ma gratitude à Sa Majesté pour son importante contribution à la construction de cet hôpital qui rend d'énormes services à la population. Votre Altesse royale, nos deux fondations partagent donc les mêmes valeurs et la même idéologie qui consiste à venir en aide aux plus démunis. La convention qui vient d'être signée ce jour et qui permettra à l'HME de recevoir à terme 100 implants cochléaires en est la manifestation concrète. Et je me réjouis qu'ensemble, nous parvenions à lutter contre la surdité des enfants défavorisés, cette déficience physique qui peut avoir de graves conséquences sur le développement psychosocial, affectif et intellectuel de nos enfants. Après sa visite à l'hôpital mère-enfant pour le lancement de la deuxième phase du programme de sa fondation, la princesse Lala Asma a été invitée à un déjeuner offert par la première dame de Côte d'Ivoire en son honneur. Autre volet de l'actualité, l'économie de la Côte d'Ivoire est solide. Le PIB a progressé de 6,7% en 2022. Le Fonds monétaire international attend de bons résultats en 2023, souhait exprimé au Premier ministre Patrick Hachi, qui a échangé avec une délégation du FMI. Alexis Ouedraogo. Délégation conduite par le chef de mission du FMI pour la Côte d'Ivoire est venue faire au Premier ministre le point de la revue qui a été menée autour du nouveau programme économique du gouvernement ivoirien. Objectif, maintenir la stabilité des finances et de la dette à travers la poursuite de réformes budgétaires d'ici 2025, lutter contre la pauvreté à travers la création d'emplois, approfondir l'inclusion financière et améliorer la résilience au changement climatique. Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer que au niveau des services du Fonds monétaire et du gouvernement, on a un accord pour conclure cette première revue du programme et donc pour préparer aussi le décaissement de la deuxième tranche du programme qui est d'un montant de 500 millions de dollars. Ce programme économique du gouvernement, troisième du genre, après ceux qui ont couvert les périodes 2012-2015 et 2016-2020, est soutenu par un arrangement financier d'un montant de 2 000 milliards de francs CFA, approuvé en mai dernier par le conseil d'administration du FMI. On sera à l'hémicycle, 17 projets de loi à examiner, 3 séances de questions orales avec débat et l'examen du budget de l'État. Des rendez-vous qui vont meubler les activités parlementaires à l'Assemblée nationale du 4 octobre au 29 décembre prochain. Un calendrier adopté à l'unanimité, nous apprend Konaté Moussa.
Les travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale démarrent à compter de ce jour 4 octobre et prendront fin le 29 décembre prochain. Les députés donnent leur accord à l'unanimité pour le calendrier de travail proposé par la conférence des présidents. 17 textes de loi seront examinés durant cette période. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 12 projets de loi ordinaires, 3 projets de loi de ratification de conventions internationales et 2 projets de loi de ratification d'ordonnances. À ces projets de loi s'ajoutent 3 projets de loi budgétaires, à savoir le projet de loi de finances rectificatif de l'année 2023, le projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2022 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Il est également prévu au calendrier 3 séances de questions orales avec débat et une semaine consacrée à l'évaluation, dite semaine de l'évaluation, du 17 au 19 octobre. Le président de l'Assemblée nationale exhorte également les députés à être présents lors des travaux en commission afin d'apporter leur contribution pendant les débats. On reste avec Konaté Moussa qui nous apprend également que le Conseil d'État a rejeté plusieurs recours dans le cadre du contentieux électoral municipal et régional. Hier, l'institution judiciaire a rejeté les recours de 9 communes, dont Cocody, Yopougon, Plateau et Crècheville. Par contre, une nouvelle élection aura lieu à Oumé. Reportage. Les recours en annulation des élections municipales à Cocody, Yopougon, Plateau et Crècheville, rejetés par le Conseil d'État. Les candidats déclarés élus dans ces communes par la commission électorale indépendante sont donc confirmés vainqueurs. En plus de ces 4 communes du district d'Abidjan, le Conseil d'État annonce également le rejet des requêtes concernant 5 autres localités que sont Divo, Buyo, Waninou, Abangourou et Boafli. Les recours enregistrés pour ces localités sont jugés recevables mais mal fondés selon l'institution judiciaire en charge du contentieux électoral. À l'issue de ces délibérations, le Conseil d'État a retenu comme verdict l'annulation du scrutin du 2 septembre dernier à Oumé. L'élection pour le poste de maire de la commune d'Oumé sera donc reprise dans un délai de 3 mois. Au total, 18 dossiers étaient sur la table du Conseil d'État qui s'est réuni pour sa 4e audience ce mardi 3 octobre. La prochaine séance de délibération est prévue le jeudi 5 octobre. On en vient au dîner gala de l'ONG 100 Shades of Women, cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur Enza Camara a reçu le titre de docteur honoris causa en philosophie des sciences humaines, la reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur international reconnu pour ses programmes novateurs. Angela Diallo. L'ambassadeur Enza Camara, désormais docteur honoris causa en philosophie des sciences humaines. Il a reçu cette récompense du United Graduate College and Seminary International pour son engagement humanitaire exemplaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Une aubaine qui fait la promotion de l'excellence et rend hommage aux défenseurs des droits humains. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur Enza Camara s'est engagé à continuer à œuvrer afin de renforcer la résilience de la communauté ivoirienne. À son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a félicité les bénéficiaires. Félicitations à vous, chers bénéficiaires. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la défense des droits humains dans le monde. Enza Camara exerce en qualité de consul général de Côte d'Ivoire à New York et de délégué général du service de promotion économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Je vous amène à présent à la découverte de l'aquaponie. C'est la culture du vivrier et l'élevage de poissons concomitamment. Cela peut se faire à domicile. L'enseignant Bakayoko nous révèle que c'est un système écologique qui offre une solution vers plus d'autonomie alimentaire. Et on le découvre au Sahara. Regardons. C'est une des attractions du Sahara. Nichée dans ce stand au cœur du parc des expositions, une ferme artificielle qui laisse découvrir l'aquaponie. Le système que vous voyez est un système de production alimentaire durable qui allie à la fois l'élevage de poissons et la culture de maraîchers. Et donc ce système-là, c'est un système simple qui utilise des matériaux locaux. Une planche en bois, un plastique transparent, des tuyaux placés à l'intérieur de la serre,
déjà remplis d'eau. L'eau qui est issue de ce bassin est transportée par cette tuyauterie-là, qui l'alimente à la fois ces bacs. Vous voyez, il y a 2 bacs qui ont de la salade, de la laitue. Et donc cette eau qui est riche en nutriments, en azote, va être transportée ici, va être nutritive pour les plantes et les plantes vont donc pouvoir grandir. L'eau des poissons est déversée directement dans les tables de culture où les bactéries prolifèrent et s'occupent de la transformation des nutriments. Les nombreux visiteurs sont séduits par l'aquaponie. On peut faire ça à la maison. Et moi, j'ai déjà eu l'idée de faire, mais je ne savais pas comment j'allais faire. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu, j'étais vraiment intéressé. Ça me paraît très pratique parce que c'est des choses qu'on peut faire n'importe où. Il suffira d'avoir un peu d'espace. On n'a pas besoin du sol. Je crois que c'est intéressant et pratique. Pour nous qui sommes retraités, ce sera une très bonne occupation. Bon à savoir, dans un système aquaponique, ce sont les légumes feuilles et les légumes verts qui auront la croissance la plus rapide puisqu'ils sont moins gourmands en nutriments. C'est un mal pernicieux qui ronge beaucoup de femmes, mais elles sont de plus en plus nombreuses à lui résister. C'est le cas de Emma Adinkra, 47 ans, qui a été touchée par le cancer du sein. Son combat contre cette pathologie décrit par Alexis Ouedraogo. Comme tous les midis, maîtresse Emma, comme on l'appelle ici, fait son petit tour à la cantine de l'école. Et puis arrêtez de bavarder parce que les autres sont couchés. Sous-directrice dans cet établissement primaire, Emma porte un lourd fardeau depuis 2021, date à laquelle un cancer de sein lui a été diagnostiqué. Après mon bain, j'ai senti une boule dans mon sein droit. Au fur et à mesure, je me rends compte que la boule grossissait. Je suis allée faire l'examen. Ils m'ont fait la mammographie. Ils ont vu qu'effectivement, il y avait une masse. Mais comme le sein est petit, ils n'arrivaient pas à bien voir. Il fallait faire une biopsie. C'est quand le résultat est sorti, ils ont dit que c'était un cancer. C'est le début de sa bataille pour la vie. Au total, 8 séances de chimiothérapie. Après elle, la radiothérapie. Ouh, c'est pas facile. C'est pas facile. La chimio, là, ça t'arrache les cheveux. Tout ce qui est poil sur toi tombe en tout cas. Et puis, beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. On ne peut pas exprimer dans les pieds, dans les mains. Tu ne sais pas où ça se trouve. Quand je suis passée maintenant à la radiothérapie, ça a commencé à me noircir les mains. Ça a noirci ma poitrine, la partie où les rayons là ont traité à noircir. Tu ne peux pas, même une feuille, prendre une feuille comme ça, c'est pas facile. Vrai, tu perds tes empreintes, tout quoi. Au niveau des pieds aussi, pareil. Ça sèche les pieds. Par moments, tu ne peux pas bien marcher parce que tout est sec. Emma a aussi fait face à l'ablation de son sein droit, un moment très difficile rendu supportable par les prothèses aujourd'hui disponibles. Ces temps sombres, Emma a la chance de les traverser avec sa famille biologique, mais aussi celle professionnelle. Nous faisons un effort pour l'aider à pouvoir supporter un temps soit peu. Et donc nous sommes autour d'elle. Elle a été formidable, aussi bien pour elle que pour son entourage, parce qu'elle n'a pas voulu que ça nous affecte, que ça agisse sur notre travail. Donc elle a tout fait pour que on se sente en confiance, qu'on ne s'appuie surtout pas sur son sort. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le deuxième cancer de la femme, avec un diagnostic souvent posé tardivement à l'étape de métastase. À la faveur du mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, Emma exhorte au dépistage. Tu peux être là comme ça, la boule, comme je disais, par moment elle est apparente, par moment on ne la sent pas. Tu palpes même, tu ne vois pas où elle est passée, mais elle est là. Et c'est après, au fil du temps, que tu vois que c'est en train de grossir. Donc je souhaite que vraiment ces femmes-là se touchent, qu'elles essaient de se palper les matins, de voir que c'est comme ça, moi j'ai su. En novembre prochain, Emma aura fini son traitement actuel et en entamera un nouveau. Depuis, je suis sortie des 2 séances-là, de la chimio, de la radiothérapie. Vraiment, j'essaie de vivre, de réaliser mes rêves. Je sais que Dieu m'a fait grâce, je suis encore vivante, mais je sens encore les douleurs, tout, la fatigue. Mais je fais l'effort aussi de vivre. Vivre, tout simplement,
avec ce sourire qu'elle ne semble jamais perdre. Le cancer du sein compte 3300 nouveaux cas chaque année et près de 1800 décès en Côte d'Ivoire. Une affection qui pourtant peut être aujourd'hui prise en charge si elle est dépistée le plus tôt possible. Voilà le combat d'Emma Adingra contre le cancer du sein, un sujet d'Alexis Ouedraogo. Il existe désormais un réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue récemment en vue de valider tous les textes liés à son fonctionnement. L'objectif étant de promouvoir et vulgariser ce métier qui consiste à anticiper les futurs probables et possibles d'une organisation ou d'un pays. Mama Traoré. Une assemblée générale constitutive en vue d'adopter les statuts et le règlement intérieur du réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective, en abrégé RESIP. La mise en place de ce cercle de réflexion et de proposition qui compte déjà une centaine de membres a été suscitée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Nous voulons fédérer toutes les compétences et créer un cadre d'échange entre ces personnalités pour que nous puissions diffuser largement la fonction de prospective en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de cadre formel de mise en place d'une communauté de tous les professionnels ou de tous les praticiens de la prospective, ce qui donnait quand même libre cours, libre choix à tous les acteurs de pouvoir faire de la prospective comme ils le souhaitaient. Vulgarisation, partage d'expériences, renforcement de capacités. Avec une telle vision, la communauté des prospectivistes peut compter sur le soutien du ministère de tutelle. Le RESIP constituera un cadre national de partage d'expériences qui contribuera sans nul doute à harmoniser les pratiques d'un domaine qui est en forte demande dans notre administration publique. La création du RESIP coïncide avec le cinquantenaire de l'instauration de la prospective dans l'administration publique ivoirienne, événement qui sera commémoré par l'organisation de la Journée nationale de la prospective cette année. La nouvelle équipe du Conseil régional du Lodjiboura s'installe. La passation des charges entre le président élu Amédée Kouakou et le sortant Joseph Diablé s'est faite vendredi dernier à Divo. Le résumé de Serge Coléa. Une semaine après son installation, le nouveau bureau du Conseil régional du Lodjiboua prend officiellement fonction. Le président Amédée Kouakou a reçu des mains de son prédécesseur Joseph Diablé les charges de sa nouvelle mission. Au cours d'une séance de travail, le bureau sortant a fait l'état des actions menées et des chantiers en cours. Le nouveau président du conseil régional du Lodjiboua, Amédée Kouakou, entend se mettre au service des populations. Nous avons passé en revue l'ensemble des dossiers, tous les programmes triennaux glissants qui ont été mis en place depuis 2018. Et nous savons qu'il faut continuer. Parce que comme l'a toujours demandé le président Alassane Ouattara, c'est d'être aux côtés des populations pour travailler toujours pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est ce que nous allons continuer. Cette passation de charges s'est faite sous la supervision du préfet de région, préfet du département de Divo, Kouakou Assouman. Le président du conseil régional du Gbeke, Jacques Assaoré, était également présent aux côtés du ministre Amédée Kouakou. Dans le département de Ouangolodougou, une journée de prière en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est à l'initiative du député de la région, Traoré Idrissa. Le reportage de Jean-Yves Zadi, commenté par Kader Sogodogo. Des prières, des zikrs ainsi que la lecture intégrale du Saint-Coran par la communauté musulmane du village de Nyuroningé dans le département de Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement religieux marque la journée de prière en faveur du président de la République Alassane Ouattara, mais également pour la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Occasion pour le chef du village de formuler des vœux de bonheur, de fraternité et de vivre ensemble partout en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé cette activité pour prier pour la paix et l'unité dans notre pays. La présence du député Traoré Idrissa est une marque de considération pour nous. L'entente qui se vit chez nous est en partie grâce à ses actions. Nous lui disons merci, ainsi qu'au ministre Téné Brahima. Une action à mettre à l'actif de l'honorable Traoré Idrissa, député de Ouangolodougou, qui intervient au nom du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, par ailleurs
président du conseil régional du Tchologo. Aujourd'hui, nous avons organisé une lecture intégrale du Saint-Coran pour le chef de l'État et l'ensemble des Ivoiriens pour que la paix et le vivre ensemble puissent régner dans notre beau pays. Dieu nous a demandé de prier, de demander ce que nous voulons et nous avons demandé à Dieu que nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire et pour ses habitants. Cette journée de prière qui a vu la participation des filles et fils du village de Nyoronigué s'est terminée par des danses, des bénédictions et des dons en numéraire. Dans l'actualité internationale, on se rend en Italie, au Kyrgyzstan et au Niger. Au Niger, où les autorités militaires au pouvoir ont décidé de suspendre les exportations de gaz, de pétrole liquéfié jusqu'à nouvel ordre. Angela Diallo. Les autorités au Niger ont décidé de suspendre les exportations de gaz de pétrole liquéfié, une décision prise afin de privilégier l'approvisionnement national. Le Niger a démarré la production de GPL en 2012 pour atteindre en 2020 un peu plus de 60 000 tonnes. L'exportation du gaz est donc formellement interdite, sauf sur autorisation spéciale. Le président russe Vladimir Poutine sera en visite officielle le 12 octobre prochain au Kyrgyzstan. L'annonce a été faite par les autorités du pays, une visite à l'étranger qui intervient après le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à son encontre. La 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s'est ouverte ce mercredi matin à Rome. Dès la messe d'ouverture, le pape François a donné le ton, appelant à une église hospitalière. Les sujets qui feront l'objet des discussions, la polygamie, les prêtres mariés, la place des femmes et les violences sexuelles. Jusqu'au 29 octobre, 365 membres ayant le droit de vote et une centaine d'experts débattront chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au souverain pontife. Point final, très belle nuit à vous tous, Dieu nous garde.